Vincent, tu as commencé là? Je me mets là. Tu commences là. Hein. Oui. Bon, on te présente pas, hein, donc tu es un expérienceur, tu es un ingénieur du son, Oui. de formation. Oui. Tu as travaillé longtemps dans le monde du spectacle comme responsable de salle. Oui. Et depuis ton expérience survenue en 1999, Oui. tu partages l'expérience et les enseignements Tout à fait. que tu en as reçus à travers des conférences, à travers des livres, à travers des peintures et à travers un travail sur le son également. D'accord, tout à fait. Je ne sais pas si tu vas nous parler de tout ça à la fois. Tout à fait. Ouais. Donc je te rejoins sur plein de choses préalablement discutées avec nous tout à l'heure. Je vais donc compléter à ma façon et de mon point de vue par rapport à un autre point de vue, celui qui était de l'autre côté. Alors voilà, c'est vrai, en 99, j'ai fait une expérience particulière qui a été pour moi, en conclusion, au bout de 20 ans, pour dire que c'était le plus beau jour de ma vie qui commençait, quoi. C'était vraiment à cet instant-là où je suis mort cérébrale, évidemment mort clinique et mort cérébrale constatée, puisque déjà, quand je me suis rendu compte qu'il s'agissait de moi, j'étais à l'extérieur de mon corps, donc de mon enveloppe, et un peu, comment dire, avec une vue panoramique du dessus, tout simplement, avec une vue à 360 degrés, avec une perception absolue de ce que l'on peut même pas imaginer sur Terre, avec en entendant tous les moindres recoins, je veux dire, en entendant même les pensées des gens, en les comprenant. Donc ça a été une expérience évidemment fulgurante, parce que je venais d'un monde évidemment restreint, pour découvrir un monde extraordinaire et étendu. Voilà. Donc ça a été la première surprise quand je me suis vu à l'extérieur de mon corps, moi, où on parlait de mort. Je ne pensais pas faire le parallèle avec moi-même, puisque j'étais observateur là, à ce moment-là. Et c'est en m'apercevant plus ou moins dans la discussion ou au travers des champs opératoires qui n'existaient plus, pour le coup, puisque j'étais capable de voir à travers la matière. Et je vous expliquerai après pourquoi, puisque ça a été la preuve que j'ai amenée de cette expérience, qui a été quand même vérifiée, hein, donc elle a été formelle pour beaucoup. Je me suis vu allongé sur sous le signalétique, vous savez, sous cette table d'opération, et je me suis dit, je me trouvais un peu pâle. Et à ce moment-là, il parlait, dit, on va le perdre, on l'a perdu, c'est pas la peine de continuer. Alors, cette opération était quand même très particulière, puisqu'elle faisait partie tout un programme que la clinique de Tours, parce que c'était une clinique qui était à Tours, avait mis en place pour mettre une nouvelle technique de remplacement de la valve mitrale. Donc ils ont fait venir un chirurgien spécialisé du Canada, le professeur Tyrone de Toronto, qui avait lui-même inventé cette technique. Donc, en tant qu'Européen, je bénéficiais pour la première fois de cette nouvelle technique. Donc, derrière, il y avait évidemment des enjeux financiers très importants, c'est pas rien. Donc, il fallait absolument que l'opération réussisse. Ça, c'était clair. Alors, évidemment, l'opération a réussi. Ce qui a créé la mort, l'arrêt cardiaque, la mort clinique et la mort cérébrale, c'est l'hémorragie interne qui s'est produite juste à la suite de cette opération. Une fois refermée, la veine cave a été mal suturée, un problème de plomberie, hein, et a lâché très rapidement tout le sang qui était en moi. Donc, résultat, le cœur s'est arrêté, manque de carburant, et du coup, manque d'oxygène, le cerveau, pareil. Donc, je me suis retrouvé à ce moment-là, mort, comme on peut le signifier au travers de la science. Mais néanmoins, je veux dire, on parlait de conscience tout à l'heure avec Sylvain et les autres docteurs, c'est qu'effectivement, la conscience était à l'extérieur de moi cette fois-ci. Alors cette conscience, on peut l'appeler autrement, l'esprit, l'âme, peu importe. C'est la même chose pour moi. C'est vrai que c'est très important de la cibler à ce niveau-là, puisque même en tant que du vivant, cette conscience existe en dehors de nous. Et j'en ai fait l'expérience plusieurs fois dans les fameuses sorties du corps, puisque ça m'a été redonné de le faire à volonté comme je voulais après cette opération. C'est aussi ces capacités qui nous permettent, nous expérienceurs, de pouvoir vérifier quelle est la réalité de notre expérience. Ça jalonne un peu cette notion de vérité, tout simplement, qui est notre propre vérité, évidemment. Notre propre réalité, puisqu'elle a été vécue. Alors, voilà. Donc, une fois que j'ai accepté cette finalité, quelque part, de me dire, je suis mort, puisqu'il parle de mort, à ce moment-là, c'est précisé devant moi un espèce de tunnel, hein, comme on a pu entendre partout, hein, c'est à peu près le même schéma.
Un tunnel qui n'était pas noir pour autant, il était très énergétique, avec des volutes très fortes, des espèces d'énergie qui vrillaient de partout, avec des couleurs magnifiques, mais aussi avec un son extraordinaire. Et voilà, j'étais dans une ambiance très très belle, et à un moment donné, au préalablement, je reviens là tout de suite, parce que avant de rentrer dans ce tunnel, j'étais, comme par hasard, allé vérifier quelque chose qui se passait à 150 mètres de là. Alors, est-ce que j'ai fait le déplacement? Je n'en sais rien, mais je peux vous dire que j'ai suivi une conversation entre une infirmière, donc dans une autre aile du bâtiment, hein, de la clinique, où il y avait un autre bloc opératoire, et pour lequel un patient avait été amputé des 2 jambes. Donc, il était en salle de réveil, donc c'était à côté du bloc, et j'ai assisté à une conversation entre cette infirmière et ce pauvre monsieur qui venait d'apprendre qu'il avait été amputé des jambes. Ça, c'était prévu. Mais pas ce qui était prévu, c'est que avant l'opération, c'était entendu qu'on le faisait en dessous du genou. Et cette fois-ci, là, pour des raisons que je ne connaissais pas médicales, certainement, la pathologie était nécessaire, était beaucoup plus grave que ça. On l'a coupé au-dessus du genou. Donc son problème, c'était les problèmes de prothèses, tout simplement. Il avait envisagé certaines prothèses avant, et tout ce qu'il avait envisagé, il pouvait le mettre à la poubelle parce que c'était différent. Voilà, donc j'ai pu avoir le nom, je connaissais le nom de ce personnage, je connaissais le nom de l'infirmière qui discutait, donc j'ai pu rapporter par la suite, évidemment, toute cette conversation entre 2 personnages. Comment j'aurais pu le faire, sinon que par ce moyen-là, puisqu'il y a quand même le secret médical, on ne partage pas forcément les problèmes des uns et des autres au niveau même médecin, je veux dire, c'est pas une obligation, et moi-même en tant que kidam, comment j'aurais pu, voilà. Donc ça a été pour moi une preuve apportée qui a été vérifiable et vérifiée après par le chirurgien qui m'a opéré. Hein. Quand j'étais le voir 3 mois après, quand je lui ai dit que pourquoi vous ne m'avez pas dit que j'étais mort, c'est scandaleux quand même, vous auriez pu me prévenir, parce qu'il y avait, c'est pas rien. Ah mais comment vous l'avez su? Ah, mais je dis, mais comment je l'ai su? Parce que non seulement je vais vous expliquer ce qui m'est passé, et là je lui ai raconté toute l'histoire, évidemment. C'était pour lui un bouleversement total. Je vais même relater ses propres idées par rapport au professeur Tyrone qui était lui à ses côtés au moment de l'opération. Tout ça, toutes les idées échangées, tout j'ai pu rapporter toute cette discussion sans aucun problème. Mais on a dû vous raconter, il me disait, on a dû vous dire ceci, on a dû vous dire cela. Je lui dis non, je vais vous raconter comment j'ai pu savoir tout ça. J'étais au-dessus de vous. Et je vous observais. Et je peux vous décrire comment vous viviez vous-même et vos collaborateurs autour de vous, même les journalistes qui étaient là, les caméramans qui étaient là, puisque c'était quand même filmé, cette histoire-là, parce que c'était une première européenne, donc c'était important. Je peux tout raconter. Mais on a dû vous le raconter, tout ça, on a dû vous dire. Mais je dis non. Qui? Pour quelle raison? Non. Donc ça a été surprenant. Puis après, la sécurité sociale m'a confirmé, effectivement, quand vous avez un déroulé complet de cette opération, ils vous mettent les quantités de plein de choses. Et entre autres, j'ai dit, tiens, ils m'ont fait payer mon sang, quoi. Puisque au préalablement, pendant 6-7 mois avant, ils vous prélèvent du sang pour, évidemment, être présent au moment opportun, pendant la retransfusion, quand l'opération est terminée. Donc, pourquoi vous faites payer mon sang, déjà? C'est du vol, quelque part. Je ne vais pas me payer moi-même quelque part, on va payer des choses qui m'appartiennent. Non, effectivement, là, vous avez raison, il y a une hémorragie très, très importante, on a dû donc faire appel à une autre banque de sang. Voilà. Et donc, voilà. Donc pourquoi ne m'avez pas dit ça? Pourquoi? Parce que il fallait pas ébruiter ça. C'était une grande première européenne. Il y avait des lobbies derrière pharmaceutiques, médecins, la science derrière. Il y avait beaucoup de choses. L'opération a réussi. On peut pas dire autrement. C'est vrai, l'opération a réussi. Voilà. Donc c'est ça qui a tué un peu l'information, on va dire. Et puis après je l'ai révélé évidemment, puisque 10 ans après j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin pour partager cette histoire-là. Mais je vais revenir à un moment donné quand je suis dans mon tunnel et quand j'aperçois au bout de ce tunnel, alors c'est pas forcément quelque chose qu'on aperçoit distinctement, c'est plutôt une clarté qui s'amène très rapidement. C'est pas nous qui allons vers elle, c'est pas forcément elle qui vient vers nous, pardon. Elle est présente à un moment très important de ce moment-là. Alors la notion du temps n'existe plus à ce moment-là, on ne sait pas combien de temps ça perd, on ne sait pas. On rentre, moi je suis rentré dedans, et c'est là où j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, si ce n'est que par le biais de l'idéologie tout simplement, hein, qui était très colorée évidemment, très déguisée, ou très manipulée, peu importe, les mots qu'on peut mettre dessus, mais c'était la surprise du siècle, quoi, pour moi. Ça a été vraiment quelque chose de surprenant. Et je rentrais dans ce monde blanc, qui est un monde totalement
aussi grand que cette salle, si vous voulez, hein, où je ne pouvais pas distinguer cette notion dimensionnelle qui représente les limites. Et c'est là que j'ai rentré dans un cœur d'amour. Tu parlais tout à l'heure d'amour, mais c'est vrai, on rentre dans quelque chose d'extraordinaire. C'est, comme je le dis souvent, c'est comme si 100 000 mamans, ou voire 2 milliards de mamans sont là face à vous-même et vous dites « je t'aime » à ce moment-là. C'est cette puissance-là d'amour qui vient vous frapper et qui est extraordinaire, puisque là, ça vous relâche toutes les peurs, toutes les inquiétudes. Alors, il faut savoir qu'une fois que vous avez quitté, il n'y a pas cette notion de peur et d'inquiétude. On a oublié ça, c'est autrement. On est tellement surpris de ce côté agréable de la mort qu'on en oublie même le pourquoi et le comment. Donc c'est quelque chose qui est comme une aventure, qui est bien plus réelle qu'on peut le penser quand je vous regarde. Je vous vois réellement, mais est-ce que c'est pas aussi la distance et le temps qui va faire que ça va déformer, ou la lumière? Là, c'est quelque chose qui est extrêmement réel. Ça veut dire que on est dans une vraie vie, quelque chose de vrai, quoi. Et on peut pas échapper, quoi. Ça veut dire qu'on peut pas être, perturbé par l'environnement que l'on ne connaît pas. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que je gardais mon individualité avec toute mon histoire. Je savais ce qui s'était passé dans ma vie d'avant, et j'étais donc présent avec une individualité très, très, très forte. Et très vite, c'est précisé devant moi comme une projection de quelque chose. Alors, je ne peux pas vous dire comment c'est réellement, c'est peut-être très multidimensionnel. Bref, on a affaire à une espèce de panoramique de ce qui a été dans votre vie, ce qui était en adéquation avec le mot amour, quoi, simplement. Est-ce que j'ai été bien ou je n'ai pas été bien ? Est-ce que j'ai fait cette noirceur ou pas été du tout? On parle pas de bien et de mal, je veux dire, je suis pas dans ce registre-là. J'aurais pu mieux faire, ou ce que j'ai fait, ben, je le savais pas. J'ai pas forcément les bons outils pour tailler la pierre, ou pour meubler pour faire une belle croix quelque part dans du bois, par exemple, ou une belle fleur. J'ai pas forcément les bons outils pour le faire. Donc, c'est plutôt un aspect compassionnel qui est plutôt là face à nous-mêmes, quoi. On aurait pu mieux faire, donc voilà. Sauf si vraiment vous avez été quelqu'un de vilain dans votre vie et que vous avez supprimé la vie, empêché la vie d'éclore, par exemple, ou plein de choses, hein, qui a fait que ça a été compliqué dans votre vie. Et là, vous devez répondre à certaines questions qui sont généralement 3 questions, d'ailleurs, qui ont été dites un peu par le père. J'ai oublié son nom, malheureusement. Brune, voilà, bravo, merci. Qu'as-tu fait de l'amour? Déjà, là, c'est la question complexe à répondre pour soi-même. Qu'as-tu fait pour l'amour? Et qu'as-tu fait de l'amour de toi? Ces 3 questions-là, je veux dire, pour y répondre correctement, c'est complexe. Dans notre vie, puisqu'on n'est pas sujet au quotidien à ce genre de questions. Et là, on se rend compte vraiment les manquements par rapport à la notion d'amour de soi-même, au non-respect de soi-même, mais aussi au non-respect de l'autre. Bref, c'est un examen, si vous voulez, de conscience, tout simplement, qui n'est pas violent pour autant, mais qui pose question profondément sur l'existence de notre vie, tout simplement, et le pourquoi de cette vie sur cette terre. Puis vient après, évidemment, d'autres rencontres. Alors là, c'est vrai que je ne peux pas rentrer trop dans les détails, parce que je l'ai fait 2 ou 3 fois au travers des associations, que je remercie d'ailleurs. Je pense à Tracine Diagonale avec Annie, qui m'a invité plusieurs fois, et je remercie aussi cette association comme la tienne, Isabelle, pour faire des passerelles justement entre la science et la spiritualité, qui est très très important aujourd'hui, et qu'il y a des meneurs comme Jocelyn qui sont là pour justement exciter et remettre dans le bon ordre ce qui doit être vraiment partagé. En tout cas, merci à tout cela. Donc voilà. C'est ça, donc être confronté à ce monde-là, c'est à peu près 8 heures pour moi à l'expliquer dans son entièreté. Donc c'est compliqué. Donc je vais survoler, si vous permettez, rapidement, parce que déjà ça en a déjà pris du temps à l'expliquer, pour vous dire que tout est vibratoire de l'autre côté, tout est un monde de vibrations énergétiques. Ce qui est étonnant, j'en parlais avec Philippe Guillemont il n'y a pas si longtemps, que c'était la semaine dernière, c'est la notion du temps. De l'autre côté, n'existe pas tel qu'on le comprend ici sur Terre. Alors ça, c'est vrai que pour l'expliquer comment
pensée, comment ça se passe de l'autre côté quand la notion du présent est là, permanent, et malgré si on se déplace littéralement vers un endroit, dans un chemin entre un point A et un point B, il y a bien une distance, et de cette distance, on va y mettre un certain temps. Et bien cette notion, elle est comprise autrement, c'est-à-dire elle est intégrée totalement dans la pensée. Je ne peux pas expliquer réellement, parce qu'on n'a pas ce même concept ici sur Terre que de l'autre côté. Donc mettre des mots qui n'existent pas, je ne pourrais donc pas vous expliquer au plus près comment on fonctionne de l'autre côté. Simplement, c'est que la pensée crée en permanence. Elle crée non seulement son environnement, mais son espace aussi. Mais qui correspond aussi à l'espace de votre voisin ou de votre compagne ou de votre compagnon qui est à ce moment-là avec vous, voyez. Et donc cette corrélation de pensée, de créativité, va permettre un environnement qui sied à tout le monde. Et c'est ainsi que les fratries, donc les anciennes familles se retrouvent et créent des fratries qui sont identitairement parlant, dans la même relation vibratoire, tout simplement. Le monde tel que nous le vivons, de l'autre côté, on le voit illusoire. C'est vrai, c'est l'illusion complète. Parce que de l'autre côté, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin et beaucoup plus créatif. C'est-à-dire qu'on intègre nous-mêmes la création. Ça veut dire que la conscience, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle entoure le globe, le tout, quoi. Elle n'est pas ciblée ou intérieure à nous-mêmes. Elle englobe le tout. C'est-à-dire, elle dépend de nous, mais comme nous dépendons d'elle, tout simplement. Et cette conscience qu'on appelle le tout, exactement, est énergétique et vibratoire. Quand on rentre dans la mort, en fait, on rentre en Dieu, tout simplement. C'est pas une illusion, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est qu'on le ressent. Puisqu'on rentre dans l'amour, on rentre en Dieu. Avec cette notion individuelle, évidemment, on ne va pas se dissoudre dans le tout pour devenir un océan d'amour. Non, bien au contraire. On est un ensemble d'individus qui travaillent et qui s'unissent et qui harmonisent ensemble l'environnement. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, quand on vit de l'autre côté, parce qu'on vit, on a une vie, on ne peut pas dire autrement qu'on est inerte, on vit, on bouge, on se déplace, on crée, on chante, on est tout en joie. Il faut savoir que le monde de l'autre côté, c'est un monde de joie absolue. C'est beaucoup d'humour. On s'amuse énormément. On passe son temps à ça d'ailleurs, à s'amuser. Parce qu'il faut bien s'occuper. Non, j'exagère, mais c'est vrai. C'est comme s'il y avait des jeux, il y avait l'information, par exemple la découverte de l'information, parce qu'on est sujet à l'information. Alors c'est quoi l'information ? C'est toute cette énergie qui nous entoure et qui, elle, transporte de l'information. Et donc cette information, il faut la comprendre. Donc, pour la comprendre, il y a le seul moyen, c'est d'être vraiment à l'aise avec ça et donc d'aller chercher cette information comme si on allait faire un jeu de piste ou un gamer, si vous voulez, qui allait chercher, qui va gagner des vies pour avoir l'information. Au fur et à mesure, il va grandir, il va s'initier lui-même dans la notion d'amour, puisque la notion d'amour, c'est la chose la plus importante, et que les énergies de l'autre côté sont infinies vers le haut comme vers le bas. Ça veut dire que l'infiniment grand est infini, mais l'infiniment petit est infini aussi. Et donc, de l'autre côté, ce qui est étonnant, c'est que vous avez le droit d'aller visiter, d'aller vous déplacer dans l'infiniment grand, mais aussi dans l'infiniment petit. Moi-même, je me suis exercé à ça. Donc, j'étais voir dans l'infiniment grand ce qui se passait, c'était surprenant, et j'étais voir aussi dans l'infiniment petit ce qu'il se passait. Et là, c'est aussi surprenant. Et on peut faire une corrélation entre les deux, c'est que c'est identique. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est troublant et qui change. Ça veut dire que ce que l'on voit tout petit comme un atome est bien plus petit dans le monde quantique, on va dire, au-delà du quantique. C'est comme si je vous voyais vous-même comme ça. Donc c'est pas la notion de la distance et la grandeur, la dimension qui va faire quelque chose, vous voyez. Donc on a cette possibilité-là d'aller voir à l'extérieur, au fin fond de l'univers, comme c'est l'infini, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc cette distance entre le point A et le point B correspond à à votre pensée qui va projeter cette envie-là. Mais pourquoi aller d'un point A à un point B sans tenir compte de ce qu'il y a entre les deux? Donc là, c'est une notion dimensionnelle. Vous avez la possibilité de ralentir votre pensée et de profiter de la beauté du voyage à ce moment-là et de vous positionner, jalonner dans un endroit comme vous voulez. Donc de l'autre côté, quand vous êtes dans ces dimensions-là, vous passez beaucoup de temps à voyager, puisque ça vaut le coup quand même. Mais alors voyager dans des trucs que vous ne pouvez même pas imaginer, puisque les couleurs ne sont pas pareilles, elles sont différentes,
elles sont pareilles que celles-ci, mais il y en a beaucoup plus. Mais il y a aussi cette notion de luminescence, c'est-à-dire de la lumière qui vient de l'intérieur. Quand je regardais la nature qui était autour de moi, qui ressemble étrangement à celle-là, mais beaucoup plus belle, avec d'autres couleurs, pas forcément le vert dominant, c'est que je pouvais voir la naissance même, l'essence même de l'arbre, du brin d'herbe qui était devant moi. Je voyais à travers cette tige, je voyageais un espèce d'énergie, une sorte de synergie entre sa racine et son enveloppe. Il en va de même pour l'arbre. Et quand j'allais marcher sur cette herbe, parce que j'étais bien debout, donc il n'y a pas d'attraction, il n'y avait pas de gravité évidemment, mais j'étais bien debout, je me déplaçais latéralement sur une ligne, il n'y avait pas de problème. Et quand je marchais sur cette terre, je veux dire, cette herbe, j'avais une réponse à ce que je représentais comme amour. C'est-à-dire qu'il y avait une corrélation, un échange d'amour entre cette plante, cette herbe et moi-même. C'est merveilleux parce que c'est là où on voit espèce de collusion générale, de partage unique qui est un tout. Voilà. Il en va de même partout, sur tous les endroits où vous allez. Donc ça a été ma visite de l'au-delà, parce que c'est vrai qu'on est plusieurs expérienceurs à avoir fait ce trajet-là. C'est vrai, il y a la première que j'ai connue, c'est Nicole Dron, qui a été celle qui m'a mis sur les rails pour pouvoir la partager. Après, il y en a eu d'autres, il y a Xavier Rodier, on les connaît aujourd'hui. Tous n'ont pas fait comme le parcours que j'ai fait, c'est normal. On a chacun peut-être été différemment dans d'autres endroits. Mais toujours est-il que l'on ressort évidemment transformé. Ma vie a été totalement transformée après. Ça a été pour moi un bouleversement puisque je remettais en question tout, surtout au niveau de la hiérarchie sociale, on va dire, en fonction de ce que j'étais. Bref, à un moment donné, je suis arrivé au bout des limites et des limites de ce que je pouvais. Mais auparavant, j'ai rencontré des gens que je connaissais. Deux personnes, un qui était de ma famille, qui s'appelait Daniel, qui était suicidé justement. Et donc je parle du suicide de l'autre côté, je vais en parler maintenant. Et Baudouin, qui était un ami qui m'a accompagné dans tout ce parcours-là de l'autre côté, donc cette visite tout simplement de l'au-delà, et m'a accompagné jusqu'au bout. Jusqu'au moment où j'ai accepté de redescendre dans mon corps, dans mon enveloppe terrestre. Mais Daniel était là pour me rassurer, tout simplement. Daniel, c'était un copain de classe avec qui j'ai été pendant très longtemps, puis il a épousé ma cousine, donc il est devenu mon cousin. Et on se voyait très souvent. Et Daniel travaillait aux Trois Suisses à Roubaix, et il était chef d'équipe ou chef de service, et il avait fait un burn-out, tout simplement. Il n'en pouvait plus, et souvent il m'appelait la nuit, en pleine nuit, de désarroi, pour me dire qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait envie de partir, qu'il supportait plus rien, quoi. Il arrivait au bout du bout, quoi. Alors je l'ai dissuadé longtemps, très longtemps, je passais beaucoup de nuits au téléphone avec ça. Puis un jour, le lendemain, de Fabienne, sa femme, m'a appris que Daniel s'était évidemment mis dans sa voiture avec le tuyau d'échappement à l'intérieur, fermé les glaces, et il est parti comme ça. Bon. Et donc j'étais très inquiet pour lui après. Vraiment, c'était vraiment un copain, et étonnamment, de l'autre côté, je l'ai rencontré. Et là, il était venu pour me rassurer. Tout va bien, Vincent, pas de problème. Alors il m'a demandé, je lui ai demandé, à ce moment-là, j'ai échangé avec lui, mais qu'est-ce qui t'est arrivé au moment opportun, ou qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'étais curieux de savoir qu'est-ce que c'était la mort à ce moment-là pour lui. Je pensais qu'elle était différente de la nôtre. Ben non, elle n'est pas différente. C'est-à-dire que la mort violente qui se précise comme ça peut être évidemment légèrement différente dans une échelle de temps extrêmement courte, mais automatiquement, vous êtes entouré et pris en charge. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Vous avez une tendance naturelle à rester près de votre corps, simplement parce que vous avez mal. Vous avez mal, non pas du mal qui vous a fait partir, mais vous avez mal parce que vous savez très bien que la douleur que vous allez laisser aux autres, quoi. Et c'est cette douleur-là qui est vécue de l'autre côté. C'est pas celle qui a permis le jeu. Et c'est là qui est compliqué. C'est là qui est compliqué, donc il y a une prise en charge très rapide à ce moment-là, ce que j'appelle moi la régénération, ce qui existe pour tout le monde d'ailleurs. On va se régénérer, on passe pas d'un monde comme ça à un monde à un autre, comme ça d'un seul coup. On est pris en charge par des gens qui sont là très performants, qui ne sont pas spécialisés, mais qui sont là pour vous aider dans l'amour, parce qu'ils vous aiment profondément. Cette notion d'amour que l'on connaît sur Terre, elle est totalement différente là-haut, elle est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup créative, et en même temps, elle est instructive, elle aide énormément. Donc toujours est-il que ce moment-là a été pour lui quelque chose de régénérateur. Ça veut dire qu'il est basculé d'un monde à l'autre, comme ça. Certes,
avec violence, c'est vrai, mais il a retrouvé de la grande douceur de l'autre côté. Donc il en va de même pour tous les gens qui ont décidé de partir, mais il y a aussi l'intention derrière qui est à prendre en compte. C'est vrai que pas du jour au lendemain se suicider parce que c'est tellement mieux de l'autre côté, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que quand on est à bout, quand on arrive au burn-out, quand on arrive à des difficultés telles que c'est insurmontable pour la conscience humaine de supporter ça, ou parce qu'il y a une cassure quelque part dans le cerveau qui permet, hop, j'arrête. En un quart de seconde, hein, ça peut se délivrer, cette idée de mourir. En un quart de seconde, je vais faire le geste. Moi, j'ai suivi beaucoup de gens, de parents qui ont été justement victimes parce que leur enfant est parti. Hein, et j'ai compris tout le processus de la souffrance par rapport à celui qui reste, quoi. Donc ce processus de la souffrance qui reste, eux le vivent de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Autant sur Terre, il y en a, la plupart maintenant, on espère, sont accompagnés, malgré que la douleur est là, et le deuil, on ne le fait pas, on apprend à vivre avec. C'est jusqu'à la fin de notre jour, hein, on ne peut pas oublier ça. Mais néanmoins, je veux dire, de l'autre côté, aussi, de leur côté, ils seront accompagnés. Et la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de rassurer les gens qui sont restés sur Terre. Donc ils vont essayer par tous les moyens possibles, par des synchronicités, des signes qui vont se préciser au niveau de la matière, pour rassurer les parents, rassurer les proches qui sont restés. Voilà. Donc ça, Daniel m'a tout expliqué, m'a tout fait voir. C'est vrai. Ils ne sont pas mis à part dans un monde à part, ils sont intégrés dans les autres avec cette nécessité comme si on était dans un, il y a un schéma, il y a un film qui en parle très bien, c'est Nos Solars, où on va se régénérer au travers d'une clinique, entre guillemets. Bon, c'est très romancé, hein, c'est pas comme ça que ça se passe réellement, mais il y a quand même l'idée là, voilà. Et puis, moi, Baudouin, donc celui qui m'a accompagné, mon guide, entre guillemets, mon accompagnement, le terme est plus vrai, m'a dit, il faut quand même que tu connaisses quelque chose qui n'est pas facile à voir, à comprendre. Parce que c'est important pour que tu puisses rapporter ça après. Alors j'en rapporte très peu parce que c'est quand même très douloureux. C'est de dire, d'aller visiter ce qu'on appelle le bas astral. Bon, je mets toujours une pause là parce que c'est compliqué à gérer ça. C'est de l'émotion pure, hein, que je revive, parce que savoir que tout ce que je vous raconte là, j'ai la vision de ça en permanence dans ma tête. Et visiter le bas astral, c'est pas quelque chose de simple. Et heureusement, j'étais en observation et non pas en actif, j'étais observé. Et là, j'ai compris la douleur absolue de la haine absolue sur soi-même, puisque en fait, ces gens souffrent ils sont claustrés dans quelque chose qui est en enfermement, quoi, extrêmement dur, de la haine de soi. Hein, tant qu'ils n'ont pas compris le pourquoi, le comment de leur vie, tout ce qu'ils avaient avant, alors je ne condamne pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, je ne sais pas, je ne peux pas dire exactement ce qu'ils ont fait. Mais il est sûr que cet état existe, et il existe pour la simple raison, parce que il y a, on va dire, une justice quelque part qui se met en place. C'est sa propre justice soi-même. Il n'y a pas de juge de l'autre côté, il n'y a pas d'assesseur, d'avocat de la défense, l'avocat général et autres, ou les assesseurs. Non, c'est vous-même qui vous jugez avec vous-même. Et c'est là. Je veux dire que là, de l'autre côté, il n'y a pas possible de se cacher, de se voiler la face. On est face à nous-mêmes avec cette réalité-là. Et on voit absolument le mal que l'on a fait aux autres. Et ce mal-là, qui les a précipités dans ce monde-là, c'est que ça doit être terrible, quoi. Voilà. Hein. Alors, je n'ai pas vu Hitler, j'ai pas vu ces gens-là. J'ai vu des gens qui étaient en errance totalement, enfermés sur eux-mêmes et dans le néant absolu, puisqu'ils n'ont pas la connaissance de la lumière, donc ils vont pas voir la lumière. Donc ils errent, mais ils entendent les autres, ils entendent parler, ils perçoivent les autres. Et c'est là que c'est terrible, parce qu'ils croient dans le néant, mais en sachant que ça existe à côté. Il y a quelque chose qui existe. Mais ils sont pas tout seuls, ils sont accompagnés, ces gens-là. Ils sont accompagnés de belles âmes, de belles lumières, j'oserais dire, pour les aider à se dessoucher de cette haine absolue d'eux-mêmes, quoi. Et c'est merveilleux à voir, parce que là, c'est l'éclat. C'est l'éclat, la réussite de la lumière sur le noir qui est à voir, et c'est physiquement à voir, c'est très 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 beau. Voilà, je passe cet épisode pour remonter dans les hautes sphères, pour aller terminer là-dessus, parce que c'est quelque chose qui nous attend tous, quoi. C'est que le monde de l'autre côté, c'est un monde d'amour, comme je l'ai dit, mais c'est pas aussi difficile qu'on croit, quoi. Ici, on se projette des choses terribles sur la Terre,
avec cette notion évidemment de jalousie, envieux, d'avoir la meilleure voiture, la plus belle maison, d'avoir le poste, on envie le poste qui est au-dessus de la personne pourvu qu'elle s'en aille, que je prenne son poste. Tout ça, ça n'existe plus. Il y a une relation avec l'autre qui est pleine d'amour. Et cette relation d'amour, elle se multiplie à l'infini. On ne peut pas, il y a beaucoup de bruit de fond, on peut pas, négocier quoi que ce soit. Il n'y a plus cette notion-là de dire je veux ceci, je veux cela. On pense plus à ça. Il n'y a plus rien. On est en symbiose avec nous-mêmes et c'est là qu'on découvre les possibilités énormes qui existent de l'autre côté. Voilà. Et donc, arrivé à un moment donné, moi j'ai grimpé les échelons vibratoires, on va dire, et c'est déjà très très haut. Je suis arrivé à ce que j'appelle la supra-harmonie. Ça veut dire que j'ai pas pu aller plus haut parce que je ne comprenais pas ce qui se passait devant moi. C'était des gens, enfin des personnes, des âmes, si vous voulez, qui ne ressemblaient pas à ce que je connaissais sur Terre. On est au-delà de choses. Alors, est-ce que c'est là où les civilisations extraterrestres se retrouvent dans cette unité absolue que représente le tout? Je n'en sais rien. Mais c'est quelque chose de magnifique à voir, quoi. Alors, les demeures, préalablement, les demeures, les villes, les cités dans lesquelles j'ai travaillé, où j'ai passé, pardon, pas travaillé, c'était incroyable de voir la beauté que ça représente, quoi. Il n'y a plus la notion de gravité qui oblige à faire très attention par rapport à la notion du poids du volume et donc de la hauteur. Là-bas, il n'y a plus cette contrainte-là. Donc tout est magique, c'est pas du avatar, bien au contraire, hein, c'est pas suspendu. Quoique, il y a des moments, il y a des belles couleurs qui ressemblent très fortement à cela. Mais, néanmoins, je veux dire, c'est pas comme ça. Non, c'est très, très harmonieux. C'est très en harmonie avec les personnes qui y habitent, quoi, tout simplement. Alors, de l'autre côté, on ne se déplace pas en voiture, ni en vélo, ni en skateboard, enfin bref. On a cette notion, on marche, on a des beaux jardins, des belles plantes, la nature elle est luxuriante, elle est extraordinaire, avec des couleurs que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça, vous allez vous partager ce temps-là avec cette nature qui va vous le rendre de toute manière. Donc c'est un échange vibratoire très important entre ces formes d'état, quoi, voilà. Et on parlait de conscience tout à l'heure avec vous, les docteurs, juste avant, qu'il ne faut pas oublier le monde animal, quoi. Et le monde végétal. Ils ont tous une conscience, tous. Ils ont cette conscience. L'animal, il est pas réduit à ce qu'il est. Il a autre chose que nous. Voilà. Mais on se rejoint sur une échelle de valeur vibratoire pour laquelle on arrive à se comprendre. Il en va de même pour la nature, quoi. La nature, moi j'ai été confronté en tant que vivant terrestre à une nature qui m'a parlé. Un jour, j'étais à La Réunion, je faisais des conférences et j'étais visiter un jardin où il y avait des plantes endémiques qui étaient là, il y avait un vieux baobab qui était là. J'étais avec ma nièce qui était là, qui m'emmenait, me promenait, et j'ai ressenti un appel, quelque chose qui m'attirait vers lui. Ben tiens, c'est bizarre, j'y vais, et il me parlait dans la pensée, il me dit « Prends-moi dans mes bras ». Ben je l'ai pris dans ses bras. Et pouf. Et j'étais collé. Ça veut dire que je ne pouvais plus moi-même me décoller de lui. Ça veut dire qu'il m'avait pratiquement absorbé en lui. Je n'étais pas intégré dans le tronc, mais... Et ma nièce qui était là m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Vincent? Tu viens, on continue ?» Ben, je peux pas, j'arrive pas à me décoller, quoi. Et donc, mais j'ai ressenti un échange d'amour puissant entre cette nature et moi-même. Elle a dit, donc je lui ai dit à ma nièce, elle m'a dit, Tiffen, tiens, regarde, c'est fou comme il m'a embrassé cet arbre. C'est pas vrai, c'est pas possible. Ben, j'y vais, viens, essayer, tiens. Elle y va, collée. Ben voilà, alors, c'est quoi? Imagine, toi, si toute la relation humaine était avec la relation de la nature comme elle c'est maintenant, qu'est-ce qu'en serait le monde aujourd'hui, quoi? Ça serait magnifique, voilà. Alors, c'est vrai, je sais pas si j'ai le temps encore, hein. 10 minutes. Le schéma que vous avez présenté plusieurs fois, les scientifiques, et j'en ai parlé récemment avec Philippe Guillemont, avec qui je travaille sur d'autres terrains, sur la notion du temps. J'ai travaillé avec Sylvie Détoliaz à Genève au centre dianétique où là, elle recherche dans la sortie hors du corps, la conscience, donc elle travaille avec, je ne sais même plus son prénom, le monsieur. Aurélien Nicolas, voilà, c'est ça,
qui lui fait des sorties de corps à volonté, donc il va se promener, il va vérifier et il va prouver les choses. Voilà. Je travaille aussi avec le Coma Group Science de l'Université de Liège, dirigé aussi par un professeur de renom, avec qui j'ai longtemps travaillé pour répondre à des questions très précises. Bref, le monde est là actuellement, on fait des passerelles, et vous êtes présents, messieurs, dames, là, ceux qui travaillent pour les associations, de permettre ça, parce que de plus en plus, ces deux mondes-là se rapprochent, quoi. Et c'est là, c'est important, parce que là, on va basculer dans l'avenir, sur quelque chose de différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, on me dit souvent, mais est-ce que tu as eu accès à l'avenir de l'humanité? Oui, j'ai eu accès à ça, j'ai eu à cette information. Je ne suis pas le seul, puisque Nicole l'a eu su, il y en a d'autres qui l'ont eu su, enfin bref, on a eu accès et on parle des mêmes choses, quoi. Donc on peut faire une réalité de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, le monde actuel dans lequel on va vivre va basculer vers quelque chose de différent, mais va passer par une forme chaotique de la vie qui va permettre à certains de négocier, on va dire, une direction plus spirituelle que matérialiste. Et de ce fait-là, le monde demain, ça sera un monde extrêmement spirituel de toute manière. Puisque, comme tu l'as dit, on a fait le tour de ce qui était la conscience humaine, limitée dans le haut, alors que la conscience, elle est partout, elle est universelle, elle est intégrée dans toute la nature, quoi. Donc on va être capable de négocier, comme moi je l'ai fait avec un arbre, d'aller se confronter avec cette nature, d'aller discuter, d'aller échanger, mais aussi avec le monde animal, quoi. Voilà. Alors souvent on me dit, est-ce que les âmes d'animal existent? La réponse est oui, parce que de l'autre côté j'en ai vu. Et moi-même je suis confronté à mes anciennes mes amours à quatre pattes qui viennent de temps en temps me voir. Voilà. Et parce que j'ai réussi, quand vous faites ce genre de voyage de l'autre côté, vous revenez avec beaucoup de capacités. Et entre autres, ces capacités médiumniques, c'est-à-dire d'être en contact permanent avec la partie haute. Moi, j'ai un pied ici et un pied de l'autre côté en permanence. Comme je le disais, c'est très difficile. Ça a été pendant 10 ans une douleur absolue parce que c'était compliqué à gérer au quotidien, dans un monde qui vous a rejeté totalement, puisque quand j'ai commencé à parler de ça, évidemment, les premiers témoins étaient ma famille, entouré de ma famille, ils m'ont tous pris pour un fou, quoi. Un truc, ça n'existe pas, c'est pas possible, quand on est mort, on revient pas, on est mort, quoi. Mais tout ce que tu racontes, c'est pas vrai, enfin bref, ok. Donc j'ai gardé ça pendant près de 10 ans pour moi, c'était très douloureux, puisque j'avais cette connaissance de ce qui arrivait dans l'avenir, donc précéder le temps présent va aller dans l'avenir, donc je prévoyais des choses qui arrivaient aux gens, quoi. Donc c'était très difficile d'aller dire, telle attention, si tu prends ce trottoir-là, tu risques de te faire écraser, parce qu'il y a un vélo qui va venir dans le sens inverse, il va pas te voir. C'est à peu près à ce genre-là. Donc j'avais cette prémonition qui était du permanent, quoi. C'était donc très difficile à gérer. Et j'ai demandé un petit peu là-haut de m'atténuer ça parce que c'était un peu délicat à vivre, quoi. Donc ils ont fait en sorte, mais ils m'ont redonné autre chose à la place, comme s'il fallait garder le package. Et c'est vrai, avant je savais pas dessiner, je savais pas peindre. Et depuis 4 ans, 5 ans maintenant, j'ai commencé à me lancer dans la peinture et en fait c'est une peinture totalement guidée, puisque j'ai pas l'impression que c'est moi qui peins, je savais pas peindre, je savais même pas faire ce qu'on appelle la colorométrie, je savais pas comment faire, par exemple, la notion de la peau, la couleur de la peau, je pensais que c'était du rose et du blanc et du rouge, du rose, non, il y a 7 ou 8 couleurs dedans, voilà. Et donc machinalement, et puis j'ai commencé à peindre des trucs de fou, quoi, avec beaucoup d'énergie dedans, parce que c'est fait avec de l'intention énergétique, et quand vous les verrez, ils sont exposés là-bas, vous verrez, dans les revues, ça vous parle, il y a des choses qui vous parlent dedans, voilà. Il en va de même des rencontres que j'ai faites là-haut, que je vais pas parler parce que j'ai plus de temps, mais je les ai peints, voilà comment je les ai découvertes et je les repeins comme ça, voilà. Donc cette capacité supplémentaire artistique m'a été offerte, voilà. Et parallèlement, comme j'étais un mec du son, c'est-à-dire ingénieur du son formé pour ça, le son pour moi c'est une matière énergétique que l'on peut travailler. Et dans le son, c'est pas qu'une vibration, il y a derrière toute une forêt d'harmonique qui est très importante pour non seulement exister entre vous et moi, pour qu'elle puisse vous parvenir de la bouche à l'oreille, mais aussi faire son office. Ça veut dire pour pénétrer le corps, parce que c'est pas la matière qui va arrêter le son, vous le savez très bien. Donc moi j'ai appris à modifier les harmoniques pour permettre justement d'avoir une résonance par rapport aux éléments qui vous composent, c'est-à-dire les éléments qui vous composent, les organes qui vous composent. Donc je travaille sur une échelle vibratoire extrêmement restreinte, mais qui a une fonction, certes, de réharmoniser le corps humain. Voilà.
Donc c'est ce que j'appelle le retour à soi. Le retour à soi, c'est le nous-mêmes, parce que tout ce monde que je déplore, que je parle, pardon, je déplore pas, que je parle, je déplore le monde actuellement, mais le monde de l'au-delà, c'est le même qui est à l'intérieur. Je parlais tout à l'heure de l'immensément grand et l'immensément petit. Ben, c'est pareil. Tout ce que je vous ai raconté, c'est déjà inscrit dans la mémoire qui sont chez vous, ce que j'appelle moi des mémotionnels, hein, qui sont les mémoires de l'âme. Elles sont stigmatisées, elles sont inscrites à l'intérieur. Et quand vous avez cette force de la méditation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez retrouver ces mémoires-là. Et ces mémoires-là vont vous faire voir des paysages que vous avez connus d'avant. Alors, on ne va pas parler de réincarnation, on va parler de réincorporation, l'histoire de plusieurs vies que vous avez vécues ailleurs ou ici, peu importe. Et ces mémoires, elles sont gravées à jamais. Ça veut dire elles vous nivellent votre niveau spirituel tel qu'il est le vôtre, par rapport à cette notion d'amour, tout simplement. Donc la vie sur Terre, et ça ils m'ont expliqué de l'autre côté, pourquoi on vient sur Terre? Ben, simplement expérimenter la vie dans la matière, mais dans la notion d'amour. Uniquement dans la notion d'amour. Et quand vous avez acquis cette certitude-là, je peux vous dire que toutes les portes vont s'ouvrir en vous, de la connaissance, mathématiques, scientifiques, peu importe, astrophysique et autres. Vous avez accès à tout. Mais simplement, c'est l'intention d'amour qui compte, qui va vous permettre d'ouvrir ces portes. C'est une chose avec qui j'ai partagé avec des scientifiques, entre eux avec les frères Bogdanov qui sont maintenant là-haut, hein, avec qui on a parlé longtemps. Et ils avaient compris un peu cette notion-là. On m'a dit, effectivement, Vincent, tu as raison. Nous, dans nos travaux, on a commencé à y mettre cette notion spirituelle et du coup, on a avancé vachement, beaucoup plus vite et plus rapidement. Mais ils n'ont pas fini leurs travaux, puisqu'ils ont fini là-haut, c'est leurs travaux. J'espère qu'ils les ont finis, en tout cas, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Cette notion d'amour, ne la négligez pas, elle est hyper, beaucoup plus que ça, importante dans votre vie. C'est celle qui est déterminante pour l'éternité. C'est pas ce que vous vivez aujourd'hui sur Terre. Et tout ce que vous avez appris sur Terre, je ne dirais pas le mettre à la poubelle. C'est pas vrai. Sinon, vous n'existez pas. Mais orientez, mettez un parallèle spirituel et vous allez voir. Vous allez voir faire des corrélations avec toutes ces échelles-là, c'est magnifique à faire. Voilà. Et ça va ouvrir d'autres portes ailleurs, et c'est là que vous allez découvrir la réalité de ce que vous êtes, vous, et pas de ce que vous croyez être. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Je pense que Jocelyn est OK. Merci Vincent. Bonjour, vous avez parlé quand même de la notion de marché dans... Ça veut dire que vous aviez une sorte d'enveloppe corporelle encore du coup? Oui. Donc on garde l'enveloppe corporelle? Oui. On n'est pas des flammes ou des flamèches ou des énergies qui se diluent, qui se promènent comme ça, comme des nuages, non. On a bien un corps, une enveloppe physique, pas physique, non. Éthérée, j'oserais dire, avec une notion vibratoire différente, qui est bien notre enveloppe terrestre. On retrouve notre enveloppe terrestre. Alors après, c'est à vous de choisir. Vous avez cette notion de liberté absolue. Quelle enveloppe j'ai envie? Généralement, pour se faire reconnaître à l'autre, on prend l'enveloppe dans laquelle on l'a connu, évidemment. Mais on peut devenir une femme ou un homme, peu importe. Alors la notion sexuelle n'existe plus, l'appartenance non plus, le genre existe, humain, le genre humain, la notion masculine ou féminine, peu importe. À un moment dans vos vies, vous avez été femme ou homme, peu importe. Mais vous choisissez toujours la forme, ce qui vous sied le mieux, ce qui vous correspond à l'instant T. Voilà. Hein. Donc on se déplace bien verticalement, on n'est pas allongé, on n'a pas la tête en bas, on a des volumes et des dimensions que... Les 3 dimensions, c'est vrai, mais il y en a beaucoup plus d'autres. Il y a l'envers des choses que l'on va voir. Il y a aussi cette multidimension, qui vous permet justement de faire plein de choses qu'on ne peut pas faire sur Terre, quoi. Et de comprendre en tout cas l'origine et cette notion d'universalité qui est hyper importante là-haut, quoi. Oui, avant votre expérience, est-ce que vous aviez déjà une ouverture spirituelle, religieuse ou pas du tout? Alors, évidemment, j'étais élevé comme, pas tout le monde, mais dans la religion catholique.
forcé par les parents, donc un formatage parental, comme beaucoup, avec des obligations religieuses, on va dire, du fait de la communion, tout ce cheminement plutôt vers dans cette religion-là, en tout cas. Évidemment, j'étais confronté à cette réalité de l'autre côté. Elle n'était pas exactement celle que j'avais appris ou compris sur Terre, quoi. Alors, on ne va pas rentrer dans un débat parce que là, j'en ai pour 2 heures. Je peux vous dire que c'est très surprenant, quoi. C'est, pour schématiser, là, je vais me faire des ennemis, évidemment, c'est normal. C'est que ce que l'on a appris de l'Évangile ou simplement de la Bible, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est vrai, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Il faut savoir que la transmission orale va déformer la réalité, puisqu'elle se faisait à l'époque, l'écriture n'existait pas forcément, elle était transmise de l'oreille à la bouche, et on a tous fait ce petit jeu-là, tiens, on va raconter une histoire à l'un, qui va raconter à l'autre, et au retour, vous voyez la déformation que ça fait. Ben voilà. On va dire que, sans schématiser généralement, je ne dirais pas que la Bible, c'est ça, mais il y a quand même un fil rouge qui est la notion d'amour. Et dans la religion, c'est une véritable religion, une véritable idéologie, si on ne met pas le mot amour, ça n'a rien à voir avec la partie haute, de toute manière. C'est ça qui est important. Donc, dans mes rencontres, j'ai vu Marie, je le dis, j'ai rencontré Marie là-haut. Et c'est elle qui m'a, et j'en ai parlé, j'ai écrit un livre d'ailleurs, au nom de Marie, qui m'a donné plein de messages, plein de choses, qui m'a parlé de ce présent, mais aussi de cet avenir. Voilà. Et après, cette relation n'est jamais ternie, elle existe toujours. Et je reçois souvent des messages de là-haut, venant d'elle, parce que je connais bien cette notion vibratoire qui est la sienne. Comme tout est vibratoire de l'autre côté, l'identité est vibratoire. L'individualité, on a chacun une individualité, et tout ça c'est vibratoire, c'est une identitaire vibratoire. Donc je reconnais, on se reconnaît comme ça aussi. Mais, je veux dire, toute cette notion hiérarchique dans l'Église ne devrait pas exister. Ça n'a jamais été décidé comme ça là-haut, jamais. Jésus, pour pas dire, il n'a jamais voulu qu'on fasse une Église en son nom. Jamais. Ça, c'est une demande, une injonction, on va dire, de ses successeurs qui sont nés sans le connaître, pour autant dire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas d'idéologie structurée. C'est après, sans le connaître, on décidait de mettre au point une structure hiérarchisée pour manipuler quelque part quelque chose, quoi. Voilà. Sans pour autant. On voit aujourd'hui pourquoi, la question est simple, pourquoi Marie vient jamais voir le pape? On peut se poser la question. Pourquoi elle apparaît des petits-enfants ou à d'autres personnes? Pourquoi? Pourtant, le pape, c'est bien le représentant de Saint-Pierre. Alors pourquoi Saint-Pierre ne vient pas l'aider, lui donner un coup de main lorsqu'il est, quoi? On peut se poser la question. C'est vrai. Voilà. La réponse est là. Alors c'est vrai que quand je dis ça, je vais me faire descendre. Bon, mais c'est pas grave, j'assume. Mais néanmoins, je veux dire, cette question est très importante. Et il en va de même pour les autres idéologies. J'ai pas vu, excusez-moi, les 40 vierges de l'autre côté, ou je sais plus combien elles sont là. J'ai pas vu ça, J'ai pas vu non plus plein de choses, quoi. Il en va de même dans la religion hébraïque. Il y a beaucoup toutes ces, excusez-moi le terme salamalek, je sais pas si on peut appeler ça. Il n'y a pas tout ça, quoi. C'est d'une simplicité, l'humilité, vraiment une fluidité absolue, quoi. Il y a personne ne détient la vérité, on n'a pas cette notion-là là-haut. On est dans une réalité d'amour, point. Et tout se crée à partir de là. Et la force de la création de l'amour est inimaginable. Elle supplante tout ce qui existe sur Terre. Voilà. Et au bout du compte, c'est ce qui restera. Voilà. Le pape vient pas voir Marie, donc Marie vient pas voir le pape, donc c'est le pape qui va voir Marie à Marseille bientôt. Ah oui? Il va voir la bonne mère. Bonjour, merci pour ce partage. Oui, vraiment. C'est court, mais malheureusement, mais bon. Moi, je suis psychologue, je travaille dans un service de soins palliatifs. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez aussi accompagnant bénévole auprès des patients en situation palliative.
Oui. Et je voulais savoir comment votre expérience était venue colorer vos accompagnements. Vous n'avez pas dû y venir par hasard. Et Non, comment alors influence. ça a été évidemment au départ très très compliqué, parce que moi, innocent comme j'étais à l'époque, je débarquais dans les hôpitaux, et je frappais aux portes des services. Est-ce que je peux les visiter un peu les gens là? Mais non, mais qui vous êtes quoi? Ben non, vous n'avez pas le droit. Ah bon? Ben non, mais est-ce que je peux parler de ce que j'ai vécu? Ah non. Non, monsieur, vous retournez, vous reprenez votre place à l'extérieur. Donc je me suis renseigné, je me suis adhéré à l'association Jeanne Malve, jusqu'à la mort accompagnée de la vie, c'était ça au départ. Et c'est par ce biais-là que j'ai pu effectivement rentrer dans des services là où la mort existe, je suis désolé, c'est du quotidien, entrer qu'en service oncologique, et surtout en service en angio-artillerie, puis et par derrière les EHPAD, quoi. Et c'est là où j'ai vu la misère absolue. Des gens perdus, seuls, abandonnés de tous, même de la famille, encerclés dans des murs blancs, puisqu'ils ne sortaient pas, avec toujours le même cadre en face, toujours le même son dans les couloirs, surtout quand il y a des patients qui crient, donc c'est toujours les mêmes qui crient d'ailleurs, qui exaspèrent évidemment la personne qui est là, mais qui subit quelque part. Elle subit une fin de vie terrible, quoi. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Vraiment. Je trouve, malgré le bon vouloir des aides-soignantes ou des infirmières qui font ce qu'ils peuvent, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde en EHPAD et très peu de personnel qui est soignant, malheureusement. Ça a été une volonté politique, ça on le voit. Mais ça commence à se remplir maintenant, c'est tant mieux. Mais moi je faisais un travail de fou, j'y passais beaucoup de temps, je rentrais très tard le soir. Et en fait, j'accompagnais les gens en fin de vie, vraiment, toute fin de vie, puisque le lendemain ou le jour sur le lendemain, ils partaient, quoi. Et souvent, je prévenais la famille, avec l'autorité de la famille, d'être présent au moment de partir, parce que c'était important. Pour eux comme pour moi. Le travail au préalable a été fait, et c'est vrai que je pense à Éric Dutoit de la Timone à Marseille, qui a fait justement un travail très intéressant, un psychologue qui visionnait les gens qui étaient en train de partir, faisait justement visionner des expériences de mort imminente. Donc ça rassurait énormément les gens. Et moi, j'ai accompagné des gens dans la mort, mais vraiment, même des amis proches, entre autres une chorégraphe avec qui je travaillais, qui s'appelait Mylène Rio, et qui m'a demandé uniquement de venir l'accompagner jusqu'au bout. Et je l'ai fait. Avec cette particularité, comme je dis, c'est que je vais au-delà de la mort. Je rentre avec elle, dans cette mort. Cette capacité-là comme si mon âme allait se dissocier de mon corps et rentrer avec elle, et puis de dire, bon, je peux pas aller plus loin, parce que sinon je vais plus loin, je reviens plus. Mais voilà. Mais j'ai accompagné. Et je vois la transformation. Et elle me disait souvent, à ce moment-là, dans la pensée, t'as raison, c'est magnifique, quoi. C'est extraordinaire de mourir. C'est à ce moment-là, je dis pas ce qui précède avant, c'est la douleur, la souffrance absolue, c'est vrai, l'abandon, bref, mais la délivrance que ça représente, c'est quelque chose, c'est un éclat d'amour absolu, quoi. Et quand on rentre dans ce fameux tunnel décrit, parce que c'est vrai qu'ils sont revenus après me dire comment ça se passait, c'est bien vrai, quoi, c'est du magnifique, quoi. Donc ne craignez pas de mourir, s'il vous plaît. Ne craignez pas. Oui. Excusez-moi. À vous entendre, là, on a presque... je reviens, moi, à l'intitulé de la conférence, le suicide. Oui, je vois ce que vous voulez en venir. Et ben oui, c'est un peu déstabilisant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que comme vous avez cette facilité, si j'ai bien compris, vous avez expérimenté là les allers-retours dans ce monde différent et le monde habituel, on va dire. Est-ce que vous a pas proposé de vous prendre, alors parce que moi je fais mon côté un peu rationnel, bien que militant de machin, des explorations ou des études neurophysiologiques, des IRM fonctionnels, des choses comme ça, est-ce qu'on vous l'a pas proposé? Parce que c'est quand même étonnant c'est, disons, une opportunité de voir quelqu'un, si bien sûr vous en voyez l'intérêt, mais d'avoir cette fluidité entre les deux espaces, quoi. Oui. Alors ça, c'est un atout qui m'a été donné, évidemment, du fait de revenir, d'avoir vécu une expérience, parce que c'est à peu près le cas de tous mes collègues, féminins ou masculins, qui ont vécu une expérience de mort imminente, les expérienceurs, entre guillemets. On a ces capacités particulières, quand même, on ne revient pas, et il faut en faire quelque chose. C'est pas par hasard qu'on fait cette expérience-là.
je pense. Moi, on ne peut pas rester anodin ou tranquille dans son petit coin pour garder ça pour soi. Je crois qu'il faut partager, et c'est pour ça que on nous a permis de faire cette expérience. On n'a pas été forcément choisi, c'est une opportunité. Attention, on n'est pas des élus pour autant. Moi, attention, il faut être humble avec ça. Je veux dire, il y en a qui se sont pris la tête avec ça, malheureusement. Non, au contraire, il faut être très très humble. C'est un exercice, certes, très compliqué, parce que après, je veux dire, la plupart en souffrent, parce que incompris et compliqué à partager, parce qu'on n'a pas les mots pour parler de ça. Les mots n'existent pas dans la réalité. On ne peut pas faire un comparatif, parce que on est dans des mondes différents. Moi, je connais beaucoup qui sont en souffrance et ils se taisent, parce qu'il y a eu un rejet de la famille, un rejet de plein d'amis, tout ça, et même de la médecine, je suis désolé. Si ce n'est qu'il y a eu Mais justement, des ouvertures. Vincent, la question c'était, est-ce que tu en as parlé d'ailleurs, tu as été approché par l'Université de Liège, Oui, notamment, et puis aussi Sylvie Lettiola, tu disais à Genève, donc c'est une chercheuse, Oui. c'est une biologiste de formation à Genève, au centre Oui. noétique, centre suisse, centre noétique, comment ça s'appelle Génétique de Genève. Oui. Qui a fait des recherches sur l'expérience hors du corps. Donc toi, tu as eu des contacts avec ces gens-là. Oui. Pour faire quoi? Pour des questionnaires, remplir des questionnaires, histoire de voir un peu, de redresser le schéma. Pardon. Ils n'ont pas cherché à voir ce qui se passe dans ton cerveau, ils t'ont pas mis des électrodes, des choses comme ça? Non, j'ai pas été sujet d'expérience pour l'instant, non. Pour l'instant. Mais il l'avait demandé à l'époque, mais j'avais dit non. Oui, alors c'est compliqué ces recherches, parce qu'il y a très peu de personnes qui sont prêtes à rentrer dans un labo pour faire ce genre d'investigation. Et puis, il y a des gens qui sont capables de produire des expériences de sortie de corps à volonté, presque, mais qui ne sont plus capables de le faire dans un contexte expérimental. Et en plus, c'est très difficile de concevoir un protocole dans lequel on va exclure toutes les autres possibilités d'acquérir de l'information. Les recherches qui ont été faites sur l'expérience sur la sortie de corps, ça consiste à aller voir ce qui se passe dans une autre pièce, mais il faut pouvoir exclure ce qu'on appelle la vision à distance ou la voyance en général. Ou ce genre. Dans le domaine de la parapsychologie, il y a plein d'explications possibles qui font que c'est très difficile d'avoir un protocole qui permet de dire effectivement la personne est sortie de son corps. Mais la personne dont on parle, Sylvie Lettiola à Genève, elle a produit des résultats avec un sujet doué, Nicolas, et qui a été capable de percevoir une cible sur un ordinateur dans une autre pièce à 6 ou 7 reprises sur une centaine d'essais. Et à chaque fois, il a fait 100 essais, et sur les 100 essais, il a dit il n'y a que 6 fois où j'ai été capable de sortir et de voir la cible. Et dans ces cas-là, il a validé la cible. Et les autres fois, il a dit je suis parti ailleurs, ou alors j'ai pas réussi à sortir. Donc c'est délicat. C'est pour ça que c'est intéressant que l'Université de Liège, qui est spécialisée dans les états de coma notamment, et qui travaille là-dessus, lance un nouveau protocole sur ce fameux phénomène. Il y a eu aussi une fameuse étude qui s'appelle AWARE, qui a été conduite par un médecin spécialiste en soins intensifs, Sam Parnia, qui avait mis des images en hauteur face au plafond dans des services de réa et dans des blocs, etc. Et ça n'a pas été probant, parce qu'en fait, pour moi, tu vas me dire ce que tu en penses, les gens qui sortent de leur corps dans ce contexte-là, sortent de leur corps, je mets des guillemets, ils ne sont pas intéressés par ça. C'est-à-dire que même s'ils voient l'image, ils ne la retiennent pas. Oui. Parce que ça ne leur dit rien, ça n'a pas d'importance pour eux. Ça ne leur parle pas. Il y a eu un expérienceur qui s'appelle Jean, je ne sais plus qui est décédé depuis. Jean Morzel, c'est un bon ami à moi. Qui lui a été vérifié la marque de la table d'opération, qui était en dessous. Il y avait une plaque sous la table d'opération. Et là, donc vous voyez, pour vous dire pourquoi il a été vérifié ça, j'en sais rien, mais simplement pour apporter une preuve de quelque chose, quoi. Et moi, l'histoire de l'infirmière et du patient, je vais dire, comment j'aurais pu... c'était impossible, quoi, voilà. Donc chacun des expérienceurs peut-être n'a pas eu accès à ça, mais dans un espèce d'échelon, je ne sais pas lequel, on peut croire que d'un moment, il y a des preuves qui sont en train de se jalonner de plus en plus. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, avant c'était 4% de la population mondiale vivait NUNDE, aujourd'hui on est passé à plus de 6 ou 7%. Ça veut dire qu'aujourd'hui la science est capable de retarder le moment de mourir. C'est des grands sondages, oui, c'est des grandes enquêtes qui permettent d'évaluer ça. Alors une question là-bas. Moi, je voudrais juste savoir combien de temps elle a duré cette expérience hors du temps.
à partir du moment où votre cœur s'est arrêté, vous avez vécu cette aventure dans l'autre monde, mais dans combien de temps vous êtes revenu parce que là, vous nous avez raconté un roman. On a l'impression que l'espace-temps est complètement... C'est les premières pages du chapitre que j'ai raconté. Mais généralement, l'opération en elle-même, la partie où la mort a été constatée, a duré 45 minutes. 45 minutes. C'est pas 3-4 minutes ou 10 minutes. Il y en a que c'est beaucoup plus quand même. Hein. Moi, c'est 45 minutes. Et de l'autre côté, ça c'est une question que Philippe m'avait posée d'ailleurs, comment tu peux évaluer le temps passé de l'autre côté? Je fais un comparatif tout simplement. De l'autre côté, je n'avais pas la notion du temps. Ce que j'ai vu, c'est énorme. Je veux dire, en quantité et en exploration, c'était énorme. Mais comme tout était facile et simple à faire, donc ça va très vite quelque part. Donc j'ai dit que là, en revenant, et en ayant pris conscience que tout ce que j'avais échelonné dans ma vie de là-haut, j'avais mis 1 an et demi, quoi. Voilà. Il y en a certains, comme tu m'avais rapporté, il y en a que c'était 6 ans. Hein. Il y a un témoignage qui vient de sortir où la dame dit qu'elle a vécu 5 ans dans l'au-delà alors qu'elle était inconsciente pendant quelques minutes, quoi. Donc il n'y a pas de correspondance. Ça dépend. C'est une notion de quantité d'information qui permet d'établir peut-être une correspondance de temps. Mais Nicole Dron, dont tu parlais, qui est une grande témoin d'expérience de mort imminente, Nicole Dron, elle a intitulé son premier livre 45 secondes d'éternité. Parce qu'elle, c'est lors d'un accouchement qu'elle a perdu conscience suite à une hémorragie, 45 secondes de perte de conscience. Et elle a vécu l'éternité. Donc on est dans un autre temps, dans lequel parfois le temps est complètement absent. Donc après, on reconstitue les choses à partir d'une quantité d'informations assimilées, quoi. C'est vrai. Majestueux, oui, merveilleux. Oui. Je veux dire, ça a été 10 ans de lutte pour demander à repartir. En fait, dans l'histoire, je ne voulais pas revenir. Je me dis, non, je suis trop bien là-haut, je ne vais pas redescendre dans cette matière qui est totalement nauséabonde, j'ose dire, même si elle est belle quelque part. Mais non, ils m'ont fait appel à ce qu'il y avait en moi de plus cher, l'amour paternel. J'avais des enfants, donc c'est ça qui m'a fait revenir. J'ai accepté de reprendre ma vie pour élever mes enfants. Bon, j'en ai 8 aujourd'hui, hein, quand même, c'est pas rien. Et voilà. Mais après, comment faire avec cette histoire-là dans mon quotidien, donc dans le relationnel social, parce que même le relationnel humain, je veux dire, en plus, je suis revenu comme si j'avais la personne en face de moi, je savais qui elle était, quoi. Qui que ce soit. Je me suis vu un jour arrêter un passant dans une rue qui allait pas bien du tout. Je lui dis, monsieur, vous avez un gros problème, mais vous vous trompez vous-même. Il avait envie de se suicider, justement. Il comprenait pas. Il était en bout de roue, il était en bout de course, quoi. Et il s'accusait avec beaucoup de violence, de ce résultat dans lequel il allait se précipiter. C'est de ma faute de toute manière. Je vais en terminer avec ma vie. J'avais cette lecture-là, donc voilà, je me suis permis parce que là, il y avait une urgence, quoi. Après, j'ai vite arrêté parce que j'ai tenté de le faire, mais on m'a rejeté très vite, quoi. Donc, je veux dire, voilà. Et j'ai arrêté ça, j'ai volontairement mis ça de côté, mais pendant 10 ans, ça a été une souffrance interne très importante. Même mes propres enfants ne voulaient pas y croire, mes épouses actuelles ne voulaient pas me croire. Même ma propre famille s'éloignait de moi, tout simplement, à cause de ça. Donc il y a des conséquences qui sont quand même douloureuses, c'est pas rien. Je ne souhaite pas forcément à tout le monde de vivre ça, parce que pour partager ça aujourd'hui, ça va mieux, mais à l'époque, c'était compliqué, quoi. Hein. Je pense qu'à Nicole Dron, qui a été une des premières pionnières, je veux dire, à essayer d'aller en parler, elle a comme moi, ou comme nous, pendant 10 ans, elle a souffert de ça, parce que c'est compliqué. Et moi, c'est parce que j'ai un jour vu chez mon ami médecin traitant, il y avait dans sa salle d'attente une revue scientifique qui parlait des travaux du docteur Maudit, La vie après la vie. Je me suis rendu compte à ce moment-là, uniquement 10 ans après, que j'avais vécu quelque chose qui existait. Parce que j'étais pensé être unique dans cette histoire-là. Et je dis, il y a un truc qui ne va pas dans mon cerveau, quoi. Voilà. Donc cette notion dans laquelle on vit aujourd'hui, nous, les expérienceurs, je veux dire, on est sur la corde raide, toujours.
Moi, comme je dis, je vais à la lecture de vous et ça me permet d'ailleurs d'aller vérifier, soigner, et d'observer, non plus dans l'actif, mais dans l'observation, d'aller rectifier des choses que vous avez mal compris dans votre passé, quoi. Parce que j'ai accès à ça, mais j'ai tout. Je vais pas plus loin, quoi. Je respecte ça. Mais néanmoins, parce qu'il y a des spécialistes pour ça aussi, je reste à ma place. Voilà, c'est important. Et puis voilà, et puis après, je veux dire, la création que j'ai fait là, sonore, c'est un joyau. Je le parle vraiment parce que c'est des retours que j'ai. Il faut vivre ça parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes baigné dans un environnement énergétique incroyable, quoi, qui dure 10 heures. C'est 10 heures d'énergie qui viennent vous frapper avec grande douceur et volupté. Je parle de volupté parce que vous ressentez cette volupté. Et voilà. Et là, vous vivez un moment où vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas sur cette terre. Et quand vous avez fini cette histoire-là, eh ben, il y a quelque chose en vous qui a changé. Un regard sur le monde qui a changé, quoi. Voilà. Donc voilà, ça m'a été donné, c'est quelque chose qui m'a été fait, proposé, et j'ai accepté, voilà. Donc je suis sur cette terre, non pas en mission, parce qu'il faut pas déconner non plus, hein. Il faut rester humble. Moi, je suis là pour aider l'autre, tout simplement, l'aider à s'en sortir dans un monde anxiogène, tu en as parlé, c'est terrible, il n'y a pas d'avenir, personne ne projette l'avenir, et en plus, c'est un monde qui court après l'avenir, tout le temps, tout le monde va très vite. Et c'est peut-être pour ça, cette distanciation de temps entre eux, la réalité d'ici et la réalité de l'autre côté, c'est que de l'autre côté, on a tout le temps, puisque la notion n'existe pas. Mais ici, on court, j'ai l'impression que le temps s'accélère de plus en plus, quoi. Et donc, il va falloir changer la notion d'horaire, parce qu'on va rallonger les secondes, parce que sinon les secondes vont devenir des dixièmes de seconde dans très peu de temps, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pourquoi cette course vers le temps, pourquoi se dépêcher alors que... Et puis on se rend même plus compte, par exemple, en famille, la notion familiale, je veux dire l'appartenance, la relation au papa, la relation à la maman, parce que c'est grâce à eux qu'on est là sur Terre. C'est ce partage d'amour entre nous, il y a plus ça, il n'y a plus vraiment cette notion-là. La dislocation des familles, évidemment, qui ont permis, au travers des divorces et des familles recomposées, à créer ça particulièrement. Mais je veux dire, la réunion de famille, c'est quelque chose qui était, à notre époque, très importante. La notion avec les grands-parents qui vivaient à la maison, et non pas dans les EHPAD, perdus au milieu des couloirs blancs, quoi. Avant, les grands-parents, moi j'ai connu ma grand-mère et mon grand-père, on allait les voir très souvent, et puis ils venaient à la maison après, quoi. C'était magnifique, quoi. On avait cette notion de famille qu'on a perdue et qui était essentielle, quoi. Voilà. Aujourd'hui, le monde va mal à cause de ça. C'est qu'on a perdu nos racines et notre valeur, et nos valeurs humaines, tout simplement. Donc la distanciation à l'autre a été fomentée par les gouvernants, on va dire, entre guillemets, pour justement créer ce marasme dans lequel on est. Alors, je voudrais dire 2-3 choses vraiment en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui. Oui. Raymond Moody, que tu as évoqué, qui est ce qu'on appelle le père des expériences de mort imminente, parce qu'effectivement, c'est un psychiatre américain qui a écrit La vie après la vie, publié en 1975, traduit en 1977 en France. C'est le livre qui a fait connaître le phénomène au grand public. Et moi, il se trouve que j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, dans des conférences et dans des interviews, tout ça. Et il m'a expliqué qu'en fait, quand il a sorti son livre, il s'est rendu compte après coup qu'il risquait de provoquer une vague de suicide. Et il a été terrorisé à l'idée que son livre, qui dépeignait les expériences de mort imminente comme quelque chose de merveilleusement beau, pouvait effectivement inciter des gens à passer à l'acte pour aller de l'autre côté finalement. Et donc, il a dû faire des rectificatifs et donner la parole aux témoins qui expliquaient justement que, en fait, c'était pas du tout quelque chose à faire parce que cette vie-là a du sens. Et c'est pour ça que les expérienceurs sont revenus. Avec toutes les difficultés qu'ils ont à retrouver une espèce de vie normale avec des repères, etc., ils sont revenus parce que cette vie a du sens. Cette vie a de l'importance. Il faut vivre cette expérience, il faut vivre cette vie. Et les personnes qui font une expérience de mort imminente suite à une tentative de suicide sont celles qui récidivent le moins. C'est-à-dire que le fait d'avoir vécu l'expérience de mort imminente font qu'elles ne vont pas récidiver la tentative de suicide. Donc ce sont celles, statistiquement, ce sont celles qui récidivent le moins, et voire pas du tout, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais par exemple tu as évoqué Xavier Rodier. Xavier Rodier a fait une expérience suite à une tentative de suicide, et ce sont des gens qui reviennent parce qu'ils ont trouvé justement un sens à la vie, le goût de la vie, etc. Donc c'est extrêmement important de le souligner. Et Isabelle veut ajouter un mot aussi par rapport aux expériences négatives. Oui, alors
c'était pas forcément un mot que je voulais ajouter, mais en fonction de votre expertise à tous les deux, à la fois sur l'expérience pour toi, Vincent, et la connaissance du sujet pour toi, Jocelyn, c'est de bien préciser que toutes les expériences, si on rapporte des éléments concomitants, mais quelquefois il y a des expériences qui sont fort désagréables et qui sont jugées négatives et qu'elles peuvent être en lien avec l'émotion que l'on a ou l'état d'esprit que l'on a au départ. Voilà. Et le but de l'association, justement, c'est de faire réfléchir sur cette notion de conscience pour attirer l'attention des personnes qui sont en souffrance psychique. Ce serait dommage pour moi de limiter l'expérience mort imminente à quelque chose d'extrêmement positif, même si ça l'est en Europe. Mais attention, prudent par rapport à ça. C'est à peu près 15% d'expériences sont négatives quand même. C'est pas rien. C'est important. Donc c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui ont vécu d'expériences négatives. C'est vrai que c'est douloureux pour eux de l'exprimer déjà. Ils veulent pas en parler. C'est très difficile parce qu'ils revivent la situation comme moi je la vis. Hein. Mais en plus, derrière, il se cache quelque chose d'une culpabilité, quoi. Et cette culpabilité, ils veulent la garder pour elles parce qu'ils ne veulent pas la partager avec tous. Donc ils sont eux dans le silence. Mais néanmoins, ça existe. Donc c'est pas que positif de toute manière. Et c'est vrai que ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est au moment où ça se passe, quoi. Oui, exactement. Ça, c'est important parce que les chiffres, ils sont manipulés avec précaution. On ne sait pas exactement quel est le pourcentage d'expériences négatives parce que les gens sont réticents à en parler parce qu'il y a cette culpabilité. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ce ne sont pas des gens qui font une expérience négative parce qu'ils ont eu une mauvaise vie, un mauvais comportement ou ce genre de choses. C'est parce qu'au moment où ils vivent l'expérience, ils sont dans un état émotionnel qui va provoquer en fait quelque chose de négatif. Souvent. Et en plus, aujourd'hui, on a de plus en plus de témoignages de gens qui vivent les deux. C'est-à-dire qu'ils commencent par une expérience négative effrayante avec des monstres, avec des choses affreuses, et qui vont accepter de faire face à leur peur, entre guillemets, et qui vont vivre ensuite l'expérience de la lumière, avec toute la joie, tout le bonheur qui va avec. Donc on a beaucoup de témoignages mixtes comme ça aujourd'hui maintenant. Exactement. Ça c'est intéressant. Et je voulais dire, pour répondre à quand même, c'est pas la peine d'aller exercer l'expérience de mort imminente d'une façon suicidaire. De toute manière, c'est pas ce que vous aurez de l'autre côté, quoi. Dans ces conditions-là. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le noir absolu et le néant, le temps de la digestion et de l'imprégnation du geste, quoi, qui a provoqué ça. Donc je le déconseille fortement, parce que tout ce que j'ai raconté ne sera pas votre cas si vous partez volontairement pour exercer ou pour expérimenter ça. Hein, voilà, c'est important ça. Juste une petite chose, je travaille aussi en soins palliatifs, que je suis psychologue, et bien évidemment, on est toujours confronté à l'accompagnement en fin de vie. Savoir que les soins palliatifs, c'est pas seulement pour mourir, mais dans notre cas, c'est plus ça. Et donc, il y a des études qui ont été faites aussi par un médecin réanimateur de Toulouse, Monsieur Charbonnier, qui a fait sa thèse, un lien à tout ça, et apparemment ça a été très mal pris par la communauté scientifique. Il était obligé même d'arrêter d'exercer son travail pendant 3 ans. Mais là, apparemment, c'est revenu. Mais pour d'autres raisons. Oui. Mais là où je voulais venir, c'est que lui, il a travaillé beaucoup avec des gens qui ont souffert des crises cardiaques. Qu'apparemment, ces gens-là, ils vivaient plus ou moins ce que vous savez relater, que ça nous semble extraordinaire. Cependant, dans mon travail des soins palliatifs, on a eu affaire à plein de patients qui ont fait des malaises cardiaques, des souffrances cardiaques, qui ont été aussi morts, soi-disant, pendant quelques temps et n'ont rien vécu de tout. Donc peut-être qu'il y a de tout. Il y a des gens qui ont la chance, comme vous, d'avoir vécu cette expérience-là, des autres personnes qui ont vécu des choses horribles, et peut-être que des gens qui n'ont rien vécu. Comment peut-on nous expliquer tout ça? Je ne sais pas. 90% des gens qui vivent une expérience de mort imminente font un aller-retour très rapidement. C'est pas le moment. Souvent, généralement, les défunts, on les accueille dans ce fameux tunnel. Tu retournes, tu reprends ta vie parce que c'est pas le moment.
très peu ont vécu comme moi des immersions totales. Bon, la mienne a été particulière, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que, comme je dis, on a été choisi. Ça débarque comme ça, sans prévenir. Vous-même, tout à l'heure, vous allez tomber dans l'escalier, vous allez partir dans le coma, et vous allez vivre une expérience et revenir. Elle sera peut-être très profonde ou immersive, je veux dire. Il y a vraiment très très peu de choses, quoi. Voilà. Et ça, on peut pas déterminer. La science ne me même pas. Je veux dire, il y a aussi quelque chose que je voulais dire, c'est que j'avais un ami médecin qui s'appelle Jacques, qui travaille encore, il n'exerce plus, il est en retraite. En guise de médicament, il donnait à ses patients un de mes bouquins. Voilà, ça c'est peut-être mieux que la chimie. Essayez de vous en sortir avec ça. C'était ça, c'est un petit peu un clin d'œil, voilà. Mais je remarque aussi, et ça c'est qui est extraordinaire, c'est que nous les expérienceurs, on s'est toujours mis un peu au banc de la société parce que c'était pas normal et qu'on rentrait pas dans les règles. Mais je vois qu'aujourd'hui, et grâce aux associations, je reviens, qui existent, il y a des gens comme Jocelyn qui font des passerelles justement pour rapprocher les deux mondes et trouver un accord similaire ou un accord commun pour basculer sur autre chose, quoi. Voilà. Sur la raison pour laquelle certains rapportent un souvenir d'expérience de mort imminente et pas d'autres dans les mêmes circonstances, il y a des pistes quand même de réflexion, en tout cas. Oui. D'abord, on ne sait pas si les gens ont simplement vécu le phénomène mais ne l'ont pas mémorisé, n'ont pas rapporté le souvenir du phénomène, alors qu'ils l'ont peut-être vécu de la même façon. C'est impossible de savoir. Hein, peut-être que simplement c'est une mémoire qui a été effacée, qui n'a pas été intégrée, parce que c'est un grand mystère aussi de comprendre comment cette mémoire s'imprime finalement. Et puis il y a une autre piste aussi sur le fait que certains rapportent cette expérience-là parce que ça vient réparer chez eux quelque chose qui était de l'ordre d'une blessure intime, narcissique, un manque de confiance en soi, un sentiment d'abandon, le fait justement de mal vivre parce qu'il y a un manque d'estime de soi, ce genre de choses. Il y a pas mal de témoins, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais il y a pas mal de témoins qui ont été réparés psychologiquement par l'expérience, justement parce qu'ils souffraient de cette difficulté-là. Et justement, cette expérience d'amour leur a montré qu'ils étaient dignes d'amour, etc., d'un amour inconditionnel, incommensurable et tout, et ça les a guéris, en fait, de ça. C'est vrai que la notion d'amour est primordiale dans ce qui existe après, quoi. C'est pas autre chose. C'est pas un amour fluet qu'on peut avoir sur Terre. C'est une dimension qui nous échappe et qui est merveilleuse. Et c'est vrai que quand l'infirmière m'a réveillé, quand je me suis réveillé dans mon lit à un moment donné, et elle voyait que je m'agitais, donc j'étais intubé, donc j'étais dans le tube et j'ai pu parler avec une voix un peu cassée puisque ça abîme les cordes vocales. Je dis c'était merveilleux, l'expérience était magnifique. Elle m'a répondu oui, l'opération était merveilleuse. Et c'est là à ce moment-là que j'ai mesuré la dimension qui nous séparait, quoi. Voilà, dans le mot merveilleux. Voilà, c'est ça qui est. Parce que là je revenais d'un monde de lumière, alors que là je redescendais dans un monde un peu plus lourd, quoi. Voilà. C'est bon. Très bien. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. tous. Merci de votre écoute et votre confiance. Merci.